Salut à tous les amis, c'est William. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de football proprement parlé. Et donc le retour de la Ligue des Champions, on a bien apprécié, en tout cas pour une majorité d'entre nous, le système du Final 8 de la précédente édition. Cette fois-ci, on vient donc aux fondamentaux euh, de la Ligue, donc des matchs classiques, hein, aller-retour. Et donc, je vais vous délivrer mon analyse pour donc les quatre premières affiches donc, qui auront lieu aujourd'hui et demain, donc les 16 et 17 février. Et donc, dans ces matchs-là, donc j'ai noté quand même les noms des affiches pour pas dire n'importe quoi, parce que si je vous pronostique Real contre Mönchengladbach, ça va pas le faire, c'est la semaine prochaine, les amis. Donc, il faut pas faire n'importe quoi, ça c'est important. Alors, Leipzig contre Liverpool, ensuite Séville contre Dortmund, puis Porto-Juventus, et on terminera par le choc Barcelone contre Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain. Donc pour ce qui est de la première rencontre, donc Leipzig contre Liverpool, donc on a une équipe de Leipzig qui doit déplorer l'absence évidemment de son buteur, donc Timo Werner. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été transféré du côté de Chelsea. Néanmoins, Leipzig est une équipe qui évolue très bien. Les joueurs jouent très bien ensemble, ils se connaissent depuis quelques années, en tout cas pour la plupart. Côté Liverpool, là, on a l'absence de Virgil van Dijk et de Joe Gomez. Donc la charnière centrale et les joueurs sont orphelins de leur charnière centrale, voilà, puisque surtout voilà que c'est quand même sont deux défenseurs surtout bon Van Dijk bien sûr de très haut niveau. Donc moi pour ce match, honnêtement, alors je vois quand même une surprise, je vois la victoire au match aller du Red Bull Leipzig. Liverpool est quand même favori a priori sur l'ensemble des deux rencontres, mais, euh, mais bon, Leipzig c'est quand même une bonne opposition, forte opposition, ça va être serré, il va y avoir des buts des deux côtés, puisque ce sont deux équipes qui sont connues pour ne pas défendre, être pas mal jouées sur les côtés ou en tout cas dans des transitions rapides vers l'avant. Et je ne vais pas vous donner mon pronostic pour savoir qui se qualifiera en quart de finale, mais le match aller, moi je vois la victoire des Allemands chez eux. Match suivant, les amis, donc le FC Séville qui sera opposé aux Allemands, un autre club allemand, donc le Borussia Dortmund. A priori, à ma connaissance, il n'y a pas d'absence de joueurs à déclarer, en tout cas pas des absences de poids qui sont vraiment remarquées, même si chaque joueur est important évidemment, on ne va pas commencer à faire une sorte de discrimination qui serait bête, hein. Donc le match retour se jouera en Allemagne. Donc là à Séville, moi je vois quand même, je vois des Espagnols à l'aise à domicile, malgré le fait qu'il n'y ait pas de supporters. D'ailleurs ça peut être au passage plutôt un inconvénient pour un club comme Dortmund, dont l'ambiance à domicile dans son stade est très forte, vraiment. Et moi, je vois Séville s'imposer à domicile, je peux vous le dire directement. Ça peut finir sur un nul, mais moi, je vous dis, voilà, je me mouille quand même. Je vais pas donner de score précis pour ces matchs d'ailleurs, hein, parce que non, quand même pas. Mais je vois Séville s'imposer à l'aller. Et voilà, c'est une équipe qui, quand même, avec une profondeur de banc, j'ai vérifié leur effectif. Euh, je veux dire, offensivement, t'as quand même, en avançant, t'as En-Nesyri qui est très fort. Et aussi, donc, t'as Luc De Jong qui rate rarement devant le but. Sur les côtés, tu as Sousso, donc qui vient du Milan. Tu as aussi donc Mounir El Haddadi qui revient un peu, qui est pas mauvais. Voilà, tu as donc Lucas Ocampos bien sûr qui est très en forme. Jesus Navas qui est un peu le couteau suisse de cette équipe, qui peut à la fois défendre, faire de grands allers-retours malgré ses 35 ans dans son couloir droit. Donc voilà, vraiment une très bonne équipe. Et côté Dortmund, évidemment, tu as toujours les Sancho, les Erling Haaland, Marco Reus, même s'il est bon, il est moins bon que. Il n'est pas dans ses meilleures années, hein, ça c'est sûr. Mais la défense de Séville, pour moi, ferait la différence. C'est justement ça. Lorsque vous avez deux équipes qui sont fortes offensivement, je pense qu'à la fois, si vous voulez, le côté. La solidarité qu'il y a à Séville et la combativité de cette équipe
même si je ne renie pas cette qualité à Dortmund, non, non. Hein. Mais quand vous avez Diego Carlos et Jules Koundé, qui sont vraiment les deux très très complémentaires, très bons derrière, pour moi ça laisse envisager du positif pour Séville, en tout cas à domicile. Et même son supporter, bah, c'est un petit avantage puisque tu connais ton terrain, tu sais au niveau de la surface et tu as tes automatismes. Bon, vous l'aurez compris, on parlera du choc tant attendu de cette première phase, enfin première moitié des huitièmes de finale, voire même de ces huitièmes de finale carrément, en dernier. Hein, le meilleur pour la fin, toujours. Ça, c'est chez moi, c'est une devise, c'est le meilleur pour la fin, les gros matchs à la fin. Euh, donc cette fois-ci, donc on va passer à Porto-Juve. Voilà, j'avais le petit doute. Donc Porto-Juve. Donc là, c'est peut-être, à mon sens, c'est le match le plus déséquilibré de ces huitièmes. Alors d'autres vont me dire que c'est Galbach pardon, contre euh, Manchester City. D'ailleurs tout à l'heure j'ai dit Galbach contre le Real, mais non c'est Atalanta contre le Real. Voilà, certains vont me dire que c'est Galbach contre City. Ça s'entend, mais pour moi Porto Juve, voilà, c'est quand même assez. Surtout que la Juve était très impressionnante, à la fois défensivement et offensivement, lors de ces derniers matchs, malgré une défaite contre Napoli. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est. Voilà, qui tombe mal, hein, forcément, avant la Ligue des Champions. Mais on a su par le passé que tu peux très bien perdre, voire même perdre en jouant mal, ce qui n'a pas été le cas de la Juve, hein, juste avant la Ligue des Champions, et malgré tout te reprendre, et dans les grands moments comme ça, jouer à ton meilleur niveau, à ton niveau simplement, et t'imposer, t'en sortir. Donc Cristiano Ronaldo, évidemment, est à prendre en compte, mais quand tu vois les entrées que fait Kulusevski, donc le Suédois, que Chiesa et De Ligt ont l'air de vraiment s'adapter, enfin s'acclimater et être au niveau qui était leur respectivement donc à la Fiorentina et à l'Ajax. Vraiment ça fait réagir et donc je vois voilà Porto est une équipe tout à fait respectable, vraiment une très bonne équipe, les Dragões qu'on dit, les Dragões, je sais pas comment on dit, mais honnêtement voilà la Juve ça reste quand même au-dessus. Je pense que bon, la qualification ne sera pas pliée dès le match aller, mais je vois les Turinois s'imposer donc au Portugal, euh, voilà, avec un score comme vous voyez 2-0, 3-1, enfin voilà, avec au moins un but de Cristiano. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont parié ça, et donc voilà, pour moi ça me semble assez évident quand même, malgré les absences de Bonucci et surtout de Dybala côté Juve. Ah là là, faut qu'on prie les amis parce que là, les éléments sont plutôt contre nous. Donc voilà, on va terminer avec le choc. Le FC Barcelone qui va accueillir le Paris Saint-Germain. Donc dans ce match, si vous voulez, ça va être voilà, une question voilà, de gestion des temps forts, des temps faibles, comme souvent dans les grands matchs. Voilà, côté parisien, je vous le rappelle au cas où vous, vous seriez donc dans la Creuse. Il y a l'absence de Di Maria, mais surtout celle de Neymar. En tout cas, ça fait deux métrages joués. Euh, Très très important, très technique. Donc l'attaque du Paris Saint-Germain décimée. Il faut dire qu'il n'y a pas une énorme profondeur, puisque selon toute vraisemblance, Pochettino va aligner Sarabia côté droit. On aurait une attaque Sarabia, Icardi et Moiskin a priori. Sur le banc, on attaque à part Draxler. Et encore, c'est pas vraiment un attaquant. Bah, rien à se mettre sous la dent. Heureusement qu'on a Verratti parce il a souvent été absent lors de précédents huitièmes de finale. Je crois notamment contre Dortmund, il avait été absent la saison dernière. Alors, au niveau des satisfactions pour le Paris Saint-Germain, la charnière Marquinhos-Kimpembe qui est solide, vraiment c'est très bien. Donc c'est une équipe voilà qui est quand même qui peine à trouver le lien quand même entre son milieu et son attaque malgré Verratti, puisque bon, Paredes fait souvent de bons matchs, mais Gay parfois la ramasse quand même, alors que ses tout premiers matchs étaient très bons, notamment contre le Real Madrid peu de temps après son arrivée au club. Voilà, donc
On compte beaucoup voilà, sur Verratti qui sera peut-être le facteur X. Évidemment Kylian Mbappé. Côté Barcelone, donc on a l'absence de Gérard Piqué. Alors même si évidemment Gérard Piqué n'est pas le meilleur défenseur du monde, c'est à noter. Ça va jouer puisque c'est quand même le taulier si vous voulez. C'est celui que, voilà, que tout le monde connaît, le joueur qui est un des plus anciens. Si vous voulez, vous avez Busquets en attaque, Busquets au milieu, Messi en attaque et Piqué en défense. Donc la charnière sera sûrement composée de Mingueza Mingueza et l'anglais. Voilà, Alba sera présent. Donc côté parisien, ça va être compliqué hein, quand tu dois défendre sur donc Alba Griezmann ou Alba Dembélé, je ne sais pas. Mais surtout l'attaque du Barça fait peur. L'attaque du Barça fait peur. Trincao qui a l'air de très bien s'en sortir avec Messi et Griezmann. Dembélé sera ouais, sûrement remplaçant. Il y a quand même, ça va être compliqué surtout sur les côtés. Parce que la charnière, encore une fois, elle est quand même fiable côté parisien, alors côté barcelonais n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Mais quand tu rajoutes en plus des serviteurs vous voyez, des serveurs de caviar, voilà, comme De Jong euh, ou Pjanic, bon, voilà, on on n'est pas complètement rassuré, mais c'est quand même possible côté parisien. Moi, vu qu'on a eu, lors des précédentes confrontations, mis à part la remontada, vous vous rappelez qu'on avait eu des matchs nuls à chaque fois, et donc le Barça s'en sortait, notamment lorsque Pastore avait mis son but, là c'était en 2013, on avait fait 2 partout au parc et un partout au Camp Nou, donc on s'était fait avoir comme souvent par la règle du but à l'extérieur. Moi je vois un match nul. Je vois un match nul au Camp Nou. Je pense qu'il y aura peu de buts, quand même. Je pense quand même à un match assez fermé. Ça peut être un partout. Je vois pas un 0-0, mais plus un partout par exemple. En tout cas, match nul. Mais en espérant bien sûr une victoire des Parisiens, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Voilà, même si je suis supporter de l'Olympique lyonnais, les clubs français d'abord, bien sûr. Et on est tous derrière les Parisiens. Voilà, en tout cas, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible sans faire trop long, parce que je sais que souvent les vidéos football sont assez longues. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo pour notamment les 4 dernières rencontres de 8e aller. Salut les amis!